Il s'occupait de négoces en général dans la région de Cleveland, en Ohio. Il vendait du blé. C'était un commerçant né. Il comprit vite ce qu'allait devenir le pétrole dans ce pays et dans le monde. Et il se lança dans la course avec une seule idée: contrôler tout ce qu'il pouvait. Avec deux associés, Clark et Andrews, il ouvre une raffinerie, en rachète d'autres. La guerre de sécession leur fait gagner beaucoup d'argent. Les fûts en bois coûtent cher. Rockefeller crée sa propre tonnellerie, économise ainsi $1,50 sur chaque tonneau. Mais il a contracté $100 000 de dettes. Affolé, Clark vend ses parts, Rockefeller les lui rachète aux enchères. Il emprunte encore et devient le plus gros raffineur de Cleveland. Les secteurs dont il voulait se rendre maître étaient le raffinage et la distribution. Pour y parvenir, il lui fallait d'abord prendre le contrôle du transport du pétrole des puits aux raffineries. Très tôt, il comprit que dominer les chemins de fer, c'était dominer la situation. Rockefeller s'associe avec Henry Flagler, très lié aux chemins de fer. Contre garantie de louer 60 wagons-citernes chaque jour et de n'user d'aucun autre moyen de transport, Flagler obtient un tarif préférentiel secret, $1,30 le baril au lieu de $2. Le transport par train de son pétrole lui coûtait moitié moins cher qu'à ses rivaux. Rockefeller étendait son empire en cassant les prix pour écraser ses concurrents et les mettre à sa merci. Il ira même jusqu'à ruiner son propre frère Frank, coupable de s'être associé à un adversaire. Les chemins de fer aidaient ainsi efficacement Rockefeller à écraser ses concurrents, à les éliminer, à les acculer à la faillite, de telle sorte qu'ils pouvaient alors racheter à bas prix leurs entreprises. Il disait aux compagnies: « Je vous garantis un fret très important, mais je veux un tarif très bas. » Les chemins de fer acceptaient. Rockefeller leur ôtait tout souci de chercher eux-mêmes des chargements. En revanche, lui payait le transport de son pétrole beaucoup moins cher que ses concurrents. C'était un atout énorme pour lui. Il obtint même des avantages encore plus diaboliques. Non seulement lui payait moins cher, mais il persuada les chemins de fer de surtaxer les chargements des petits producteurs. Le 10 janvier 1870, 7 ans après ses débuts, Rockefeller fonde la Standard Oil Company, une société par action au capital d'$1 million dont il s'octroie 27% des parts. Rockefeller force alors les compagnies ferroviaires ruinées par une concurrence insensée à adhérer à un cartel clandestin des grands raffineurs qu'il contrôle. Il obtient d'elles d'énormes rabais occultes. Le scandale éclate, l'État dissout le cartel, impose l'égalité des tarifs. Trop tard, en 3 mois, Rockefeller a ruiné nombre de producteurs et mis la main sur 22 des 25 raffineries de Cleveland, le quart du potentiel américain. La Standard Oil Company ne s'intéressait pas seulement au raffinage ou au transport. C'était ce qu'on pourrait appeler une société intégrant toutes les phases de l'activité pétrolière, du producteur au consommateur. Dès 1865, Rockefeller a envoyé son frère William à New York pour y organiser les exportations vers l'étranger, ainsi qu'un réseau national de distribution. Les camions de la Standard Oil parcouraient le pays, vendant des produits pétroliers. Ça ne s'était jamais fait auparavant. Rockefeller créa ainsi un réseau dense qui écoulait son kérosène, son essence et le reste. Le pétrole sert alors uniquement à s'éclairer et à se chauffer. Son usage s'est universellement répandu, mais jusqu'à l'aube des années 1880, tout le pétrole consommé dans le monde est américain. En 1878, les raffineries américaines produisent annuellement 36 millions de tonnes, dont 33 viennent de la seule Standard Oil. Le pétrole navigue sur des voiliers, d'abord dans des fûts, puis dans des cuves. La Standard Oil est le fournisseur exclusif de l'Europe et de l'Asie.
Dès 1875, ses agents sillonnent l'Extrême-Orient et notamment la Chine. Rockefeller fait distribuer gratuitement des centaines de milliers de lampes aux Chinois pour les pousser à acheter son pétrole. C'est ainsi que Rockefeller étrangla tous ses concurrents l'un après l'autre. Il ne s'attaquait pas seulement aux autres raffineurs, mais à tous ceux qui touchaient au pétrole en Amérique. Il ne les dupait même pas. Il leur disait « Voici mes livres, je vous offre une participation dans ma société en échange de vos propres avoirs. Si vous êtes malin, vous sauterez sur mon offre. » Et curieusement, beaucoup acceptaient de bon gré et lui vendaient leur affaire à un prix intéressant. Ce sera le cas de John Archbold, un concurrent dont Rockefeller fera le président de la Standard Oil, et celui de Charles Pratt, un raffineur de New York qui deviendra administrateur de ces sociétés. Ces ralliements restent secrets. Les nouveaux partenaires de Rockefeller s'infiltrent chez l'adversaire pour mieux le torpiller. Puis, ils deviennent les administrateurs des sociétés qu'ils multiplient pour tourner les lois anti-cartel de certains États. Entre autres, la célèbre Standard Oil of New Jersey, créée en 1882. Entre-temps, dans les années 60, Demetrius Scofield a découvert du pétrole en Californie. Il fonde sa propre compagnie. D'autres indépendants l'imitent. Rockefeller les attaque sur leur terrain, y pratique un dumping effréné, acquiert d'énormes gisements situés sous Los Angeles. Scofield, finalement, lui cédera sa société. Et celle-ci deviendra la SoCal, la fameuse Standard Oil of California, joyau de l'empire Rockefeller. Tous ceux qui tentaient de rester indépendants, Rockefeller les éjectait du métier. Ils s'associaient avec d'autres grands producteurs. Le gros poisson a mangé ainsi tous les petits, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul poisson, le trust géant de la Standard Oil Corporation. En 1882, à New York, Rockefeller regroupe au sein du Standard Oil Trust les 40 sociétés qu'il contrôle. Il les dirige de ce bureau, 26 Broadway, avec 9 partenaires, tous milliardaires. Il était comme un horloger montant une machine pièce par pièce. Le Standard Oil Trust, réseau de filiales, les administrateurs de son trust, et il leur distribua le pouvoir. C'était comme un gouvernement invisible. Ils opéraient dans tous les États, mais sans avoir à rendre le moindre compte, ni à une région, ni à une ville. C'est d'une ville russe moyenâgeuse et quasi inconnue sur les bords de la mer Caspienne, Bakou, que va surgir la première menace contre l'orgueilleux empire mondial de la Standard Oil. En 1870, des pionniers américains y ont pratiqué des sondages. À 35 mètres de fond, l'or noir jaillit. La région baigne dans le pétrole. Le tsar réquisitionne alors toutes les terres disponibles et les met aux enchères. Leur vente lui rapportera 6 millions de roubles or. L'exploitation commence intensivement. Le gâchis est dément. Des millions de tonnes de pétrole s'écoulent sur le sol ou se déversent dans la mer. D'effroyables incendies ravagent quotidiennement les gisements. Les premiers producteurs sont de riches Arméniens, des Tartares, des Caucasiens, qui gaspillent leurs fabuleux profits en palais et en fêtes. Le plus extravagant, le plus fastueux est l'Arménien Alexandre Mantatchev. L'or lui coule des doigts, rien n'est trop cher pour lui. Femmes, bijoux, palais, chevaux. Ces haras sont aussi célèbres que ces orgies crapuleuses qui durent des jours entiers. Face à cette richesse scandaleuse, les conditions de travail des ouvriers des puits, tartares ou géorgiens, sont inimaginables aujourd'hui. Beaucoup sont des serfs. Mais même les travailleurs libres, comme l'oncle de Staline ou le futur ministre soviétique Mikoyan, sont traités comme des bêtes de somme. Mal nourris, travaillant 16 heures par jour, ils sont en plus contraints de dépenser leur misérable salaire dans les magasins appartenant à leur employeur. Ils vivent dans la ville noire,
un immense bidonville imbibé de pétrole proche des gisements. La misère, le manque de soins médicaux, la pollution, mais surtout l'alcool les tue comme des mouches. Parfois éclatent des émeutes que les Cosaques répriment sauvagement.